Imaginez une ville remplie de pirates. Les tavernes et les trésors dérobés s'entassent dans les rues. Une ville si riche qu'on la surnomme le paradis des flibustiers. Puis, en quelques minutes seulement, les 2 tiers de la ville disparaissent sous l'océan. À la fin du XVIIe siècle, Port-Royal est le centre principal et incontesté de toutes les activités dans les Caraïbes. Construite à l'embouchure du port de Kingston en Jamaïque sur plus de 51 acres de terre, elle s'est forgé la réputation de la ville la plus méchante du monde. C'était l'endroit rêvé pour les corsaires, les boucaniers et tous les pirates hors la loi. Plus de 6500 habitants et d'énormes richesses regroupées sous plus de 2000 bâtiments. Parmi les habitués de Port-Royal, on retrouve notamment Henry Morgan, un des corsaires les plus célèbres de l'histoire. J'ai d'ailleurs fait un short qui parle de lui il y a quelques temps, vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Mais alors, comment cette ville, pourtant ni la plus grande ni la plus peuplée, est-elle devenue aussi puissante? À cette époque, l'Empire espagnol transporte d'immenses quantités d'or et d'argent depuis l'Amérique vers l'Europe. Les Anglais, eux, y voient là une fabuleuse opportunité de se faire de l'argent. Alors, ils autorisent les corsaires à piller les bateaux espagnols chargés d'or et d'argent. Après chaque raid, les navires pirates reviennent à Port-Royal pour vendre leur butin, réparer leurs bateaux et dépenser leur fortune dans les nombreuses tavernes de la ville. Très vite, l'argent afflue dans la ville et Port-Royal devient l'un des endroits les plus riches des Amériques. Cependant, cette prospérité n'est que temporaire, et derrière toutes ces richesses se cache en réalité un énorme problème. Pour accueillir toujours plus d'habitants et de commerces, les constructeurs érigent de lourds bâtiments en briques directement sur une étroite langue de sable saturée d'eau. Personne ne le sait encore, mais toute la ville repose sur des fondations extrêmement fragiles, du sable marin non compacté et détrempé. Le matin du 7 juin 1692, la vie suit son cours à Port-Royal. Les marchands ouvrent leurs boutiques, les marins déchargent les navires, et les habitants remplissent les tavernes déjà bondées de monde. Puis, à 11h43 précise, tout bascule. Un tremblement de terre, estimé à une magnitude de 7,5, frappe l'île de la Jamaïque et l'impact sur la ville de Port-Royal se fait immédiatement ressentir. Les habitants ont du mal à tenir debout, les bâtiments tremblent et vacillent. Mais le véritable danger ne vient pas des secousses, non. Comme je vous l'ai dit, la ville de Port-Royal est en grande partie construite sur une étendue de sable saturé d'eau. Du coup, lorsque le séisme frappe, ce sable perd de sa solidité. On appelle ce phénomène la liquéfaction du sol, parce que le sable se met à se comporter comme un liquide. En fait, c'est comme si toute la ville avait été construite sur de l'eau. C'est alors la ville entière qui commence à s'enfoncer. En quelques minutes seulement, des maisons de plusieurs étages s'enfoncent dans le sol. Les rues se fissurent et se brisent. Les habitants se retrouvent engloutis par des crevasses qui se referment ensuite sur eux. En quelques minutes seulement, 33 acres de terre, soit presque les 2 tiers de la ville, sombrent dans la mer. Mais la catastrophe n'est pas terminée. En fait, quelques minutes après le tremblement de terre, la mer se retire brutalement du rivage. Puis une énorme vague revient vers la côte. Un tsunami arrive tout droit sur la ville de Port-Royal et ravage tout ce qui tenait encore debout. Les bateaux sont arrachés de leurs amarres et projetés à travers la ville. Les derniers bâtiments encore debout sont submergés. Lorsque le calme revient enfin à Port-Royal, là où se trouvait autrefois la ville la plus riche et la plus célèbre des Caraïbes, il ne reste désormais qu'un immense champ de ruines sous-marines. Des centaines de bâtiments se sont effondrés et plus de 2000 personnes sont mortes dans la catastrophe. Et là, je sais qu'il y a une question qui vous turlupine depuis tout à l'heure. Comment sait-on que l'événement s'est déroulé à 11h43 précisément? Et c'est là que ça devient intéressant. Contrairement à certaines anciennes cités historiques qui ont chuté au fur et à mesure du temps, Port-Royal a disparu presque instantanément. En quelques minutes seulement, Port-Royal s'est retrouvé englouti sous plusieurs mètres d'eau. Les bâtiments, les rues, les commerces et tous les objets des habitants sont alors restés sous l'eau pendant des siècles. Lorsque les archéologues commencent à explorer les ruines sous-marines, ils découvrent des maisons encore debout, des cuisines intactes, des ateliers de réparation navale et des milliers d'objets abandonnés le jour même de la catastrophe. Des mugs en état encore croûtés de cendres de tabac, des caisses intactes de fine porcelaine chinoise, des milliers de pipes en argile et des piles de pièces espagnoles en argent de 8. Mais l'objet le plus fou ayant été retrouvé est une montre de poche en argent fabriquée par l'horloger français Paul Blondel. En fait, au moment exact de la catastrophe, l'eau de mer salée a figé les engrenages de la montre qui sont restés gelés pendant plus de 300 ans à 11h43 précise. Grâce à toutes ces découvertes, les chercheurs peuvent aujourd'hui reconstituer avec précision la vie quotidienne de ce qui était autrefois la capitale mondiale de la piraterie. Certains historiens considèrent même Port-Royal comme l'équivalent sous-marin de Pompéi. Et c'est là qu'est, à mon sens, toute la beauté de cette histoire. Le même cataclysme qui a détruit la ville a également permis de la préserver. En disparaissant sous les eaux en quelques minutes seulement, Port-Royal est devenu l'un des sites archéologiques sous-marins les mieux conservés du monde. Et aujourd'hui encore, sous les eaux de la Jamaïque, les rues, les maisons et les objets de Port-Royal reposent exactement là où ils se trouvaient le 7 juin 1692. Comme si le temps s'était arrêté à 11h43.